OK, donc bonjour à tous, merci bien pour l'invitation. Il y a 2 ans, je vous ai parlé des débuts de l'anesthésie au Québec. Aujourd'hui, je vais ajouter certains événements importants qui se sont déroulés dans le reste du Canada. Comme nous sommes en mode virtuel, je vais répondre à vos questions à la fin de ma présentation. Donc, si vous laissez des notes sur le chat, probablement qu'à la fin, on pourra discuter de vos différentes questions. On devrait avoir une bonne quinzaine de minutes pour ce faire. Dans cette présentation, je vais tenter de répondre aux questions suivantes. Au début de l'anesthésie au Canada, comment se transmettait l'information au sujet de l'anesthésie? Qui ont été les pionniers de l'anesthésie académique? Ceux qui ont jeté les bases de comment l'anesthésie va se développer au Canada. Comment se sont regroupés les anesthésistes? Et quelle était la formation médicale en anesthésie? Je n'ai pas de conflit d'intérêt et aucun lien financier avec l'industrie pharmaceutique de l'époque. Cependant, malgré mon accent québécois, je me sens un peu français puisque tous mes ancêtres sont arrivés en Amérique à l'époque de la Nouvelle-France. Mais revenons au Canada. La Confédération canadienne a été créée en 1867. Et voici le Canada tel qu'il est subdivisé aujourd'hui. En 1846, le Canada actuel était composé de plusieurs colonies anglaises, plus ou moins indépendantes. Le Bas-Canada va être le Québec aujourd'hui, le Haut-Canada et la province d'Ontario maintenant, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, le groupe du Prince-Édouard et Terre-Neuve. Si par magie, je pouvais déplacer Paris jusqu'au niveau de cette étoile, bien, on aurait la ville de Carcassonne serait près de Montréal et la Corse, il y en a qui aiment beaucoup la Corse, serait dans nos provinces maritimes. Et vous allez voir l'importance de parler des provinces maritimes. Sans réseau télégraphique, avec un réseau ferroviaire embryonnaire en 1846, les communications dépendaient des voies maritimes et des diligences circulant de très mauvaises routes. Bien sûr, les grandes distances compliquaient encore plus les échanges, surtout durant l'hiver. Donc, aujourd'hui, je vous parlerai encore une fois de l'histoire de l'anesthésie à Montréal, à Québec, à Sherbrooke, mais également à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, Halifax, Saint-Jean-Nouveau-Brunswick, Toronto et Winnipeg. Une balade de 2500 km. Donc, nous ne parlerons pas aujourd'hui des toutes premières anesthésies à l'éther effectuées en 1842 aux États-Unis, la période de 4 ans qui s'écoula avant la démonstration de Morton. Mais si cette démonstration a été aussi marquante, c'est probablement à cause de la célébrité du professeur Warren, qui a effectué une chirurgie, qui était doyen de la faculté de médecine, qui était le cofondateur du New England Journal of Medicine. Donc, le professeur Warren a donné beaucoup de crédibilité à cette démonstration. Et aussi au Dr Bigelow, qui donnera des conférences et écrira au sujet de l'anesthésie à l'éther. Donc, ceux-ci ont grandement contribué à l'acceptation rapide de l'anesthésie à l'éther. Donc, nous connaissons tous cette peinture, je ne reviendrai pas longuement, mais je l'utilise en blague lorsque je donne le cours d'anesthésie sur la position assise, car si ce patient qui respirait spontanément avait fait une embolie gazeuse massive et en était décédé, les chirurgiens auraient certainement blâmé l'anesthésie et nous ne serions possiblement pas ici aujourd'hui. Donc, on connaît également bien comment l'information quitta Boston pour se rendre en Europe. Donc, à l'époque, le courrier était transporté entre Boston et Liverpool par la compagnie canadienne Cunard, basée à Halifax. Et le voyage du Acadia a été décrit en détail par le Dr McDougall, on y reviendra, mais pour l'essentiel, c'est un départ de Boston le 1er décembre, un bref arrêt à Halifax le 3, puis une arrivée à Liverpool le 16 décembre. Par la suite, l'information s'est très rapidement transmise dans plusieurs pays. Et en consultant le site Internet du char il y a quelques années, j'ai appris où et quand les premières anesthésies à l'éther se sont effectuées en Europe. En Europe, comme ailleurs, plusieurs veulent réclamer la primauté pour leur hôpital ou leur ville. Ici, nous avons un article du docteur Thomas Bailly, si je prononce bien, qui rapporte l'opération du 19 décembre 1846 effectuée sous anesthésie à l'éther dans son hôpital. Recording in progress. J'espère que vous avez enregistré le début de la présentation, je pourrai la refaire un jour. Donc ça c'est le docteur Bailly à Dumfries Royal Infirmary en Écosse. Là, mon ordinateur est bloqué. Bon, on continue. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite également à regarder cet article qui vient tout juste de paraître dans Anesthesia et Analgesia, dont on n'a pas le temps de parler aujourd'hui. Si on revient au Canada,
certains veulent également réclamer la primauté pour leur hôpital ou leur ville. Et en 1987, le Dr McDougall de la ville de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick a publié cet article très bien documenté qui décrit la première anesthésie à l'éther dans ce qui deviendra plus tard le Canada. En janvier 1847, un docteur Samuel Adams, un dentiste de Boston, est venu à Saint-Jean du Nouveau-Brunswick pour faire une démonstration du Lithium, cette formulation brevetée par Morton et qui n'était essentiellement que de l'éther. Et donc, le 17 janvier, Samuel Adams a supervisé le docteur Cyrus Fisk, qui était également un dentiste, pratiquant à Saint-Jean, mais lui aussi était originaire de la région de Boston. Donc, on voit le grand contact entre Boston et le Nouveau-Brunswick. Donc, il l'a supervisé pour qu'il administre l'anesthésie pour une chirurgie effectuée par un chirurgien nommé Dr. Martin Peters. Et donc, je ne l'avais pas considéré comme la première anesthésie au Canada faite, parce que ce n'était pas fait par des Canadiens, mais on sait fort bien que c'est eux qui l'ont fait en premier. Donc, la ville de Saint-Jean étant au bord de l'océan, d'ailleurs, ça a été fondé par les Français bien avant, et c'est relativement près de Boston, donc ça facilite les communications maritimes et en plus, une majorité des dentistes de Saint-Jean avaient été formés à Boston ou à New York, en Nouvelle-Angleterre. Donc, la démonstration du Dr. Adams a été rapportée dans un journal local le 22 janvier 1847 et dès le lendemain, le Dr. Fisk offrit ses services comme anesthésiste. La preuve qu'on semblait apprendre rapidement à l'époque. Mais ce n'est pas tout. Dans un autre journal de Saint-Jean, le dentiste de Van Busker offrait également ses services comme anesthésiste en ce même 23 janvier. Il disait en plus avoir déjà opéré plusieurs personnes sous l'influence de l'éther. On voit donc que la concurrence s'établissait rapidement entre les dentistes de Saint-Jean. Mais comment Van Busker aurait-il appris? Nous y reviendrons. Dans son article, Dr. McDougall rapporte également qu'à l'automne 1847, un dentiste, William McKay, proposait ses services comme anesthésiste dans la ville de Saint-Jean. Pas celle du Nouveau-Brunswick, mais celle de Terre-Neuve. Et complètement ici, là, à l'extrémité est du Canada. Il semble que Dr. Samuel Adams y aurait pratiqué des chirurgies dentaires sous anesthésie durant l'été 1847 et que le Dr. McKay aurait par la suite acheté l'équipement du Dr. Adams. L'esprit mercantile de Morton semblait être partagé par Samuel Adams et on peut même supposer qu'Adams était un représentant commercial, une sorte de représentant commercial de Morton. Donc, la dispersion de l'utilisation de l'éther dans nos provinces maritimes s'explique par la proximité de Boston, par des communications relativement faciles par voie maritime, un réseau de dentistes formés à Boston et en Nouvelle-Angleterre, ce qui facilitait les échanges, et par des efforts commerciaux de Samuel Adams, qui était fort présent dans plusieurs provinces, plusieurs colonies anglaises de cette époque. Le cas de Halifax, en Nouvelle-Écosse, est un peu différent. Mais avant de poursuivre sur l'histoire de l'anesthésie, j'aimerais parler de deux événements qui lient Halifax à la France. Si nous faisons un peu de géographie historique, au sud de Terre-Neuve, nous retrouvons les petites îles de Saint-Pierre et Miquelon, qui appartiennent toujours à la France. Donc, des îles où il se fait essentiellement de la pêche. À la pointe nord de la Nouvelle-Écosse, il y avait autrefois la forteresse de Louisbourg, d'où la France contrôlait tout le trafic maritime du golfe Saint-Laurent. En 1746, les Anglais s'emparèrent de Louisbourg et Louis XV envoya une escadrille pour reprendre la forteresse. Malheureusement, la flotte du duc d'Anville sera décimée par une tempête et les bateaux restants se réfugieront dans la baie de Chibouctou, un nom qui vient des Amérindiens. 8000 hommes vont périr dans cette tentative de reprendre le contrôle du golfe Saint-Laurent. Bien peu de gens parlent aujourd'hui de la baie de Chibouctou. Mais elle est devenue le port de Halifax, où nous retrouvons cette plaque commémorative nous rappelant le triste sort de l'escadrille du duc d'Anville. S'il avait réussi à reprendre la forteresse de Louisbourg, le sort de la Nouvelle-France aurait possiblement été différent, et je pourrais me dire français aujourd'hui. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, par ailleurs, en 1917, il y a un autre événement qui lie le port de Halifax à la France. Demain, c'est le jour du souvenir, il va y avoir quelques allusions à la Première Guerre mondiale. Le bateau français Mont-Blanc, qui était bourré d'explosifs destinés à l'effort de guerre, a été heurté accidentellement par un bateau scandinave.
Cela a causé la plus grande explosion avant celle d'Hiroshima. Et comme un peu à Beyrouth plus récemment, une bonne partie de la ville a été rasée avec plus de 2800 morts et 3000 blessés. On voit ici le panache de fumée photographié à quelques kilomètres du port, mais revenons à l'anesthésie. Donc, à Halifax, on a une situation un peu différente. C'est plus le docteur Samuel Adams qui essaie de pousser le lithium du docteur Morton. C'est un docteur Lawrence Van Buskirk, vous vous rappelez peut-être du nom, et qui est un pionnier de l'anesthésie au Canada, qui pourrait être ignoré si on ne consulte pas les journaux de médecine dentaire. Il a reçu sa formation de médecin et de dentiste à l'Université Columbia à New York. Après avoir pratiqué la médecine durant 5 ans, il préféra se consacrer à la médecine dentaire. Donc, alors qu'il est pratiqué à Saint-Jean du Nouveau-Brunswick avec son frère, il a été informé de la démonstration de Morton et il est allé à Boston afin d'apprendre les rudiments de l'anesthésie à l'éther. Ceci explique l'annonce parue dans le journal local de Saint-Jean le 23 janvier, car il avait probablement déjà effectué quelques anesthésies durant son séjour à Boston. Par la suite, il déménagera à Halifax, où il effectuera des anesthésies pour sa pratique personnelle et pour d'autres chirurgiens. Dans la littérature de médecine dentaire, certains le voient comme le tout premier à avoir effectué une anesthésie à l'éther, alors que d'autres croient que ce serait plutôt le dentiste John Webster de Montréal, dont nous reparlerons bientôt. Ce qu'il faut retenir, c'est que les deux dentistes seront ceux qui administreront le plus grand nombre d'anesthésies au Canada en 1847-1848. Donc, je ne sais pas ce qui arrivait en France au tout début, mais certainement au Canada, dans les provinces maritimes, les dentistes ont été très, très impliqués là, dès le départ. Donc, toutes les villes nommées jusqu'ici étaient au bord de l'océan et accessibles facilement par voie maritime. Mais comment est-ce que les communications se faisaient à l'intérieur du continent? Donc, aujourd'hui, on va couvrir tout ce territoire jusqu'à Winnipeg. Donc, l'hiver, là, c'est pas évident d'amener l'information à travers le continent américain. Donc, comme je disais, durant l'hiver, le fleuve Saint-Laurent étant gelé, le service de diligence demeurait le seul moyen de communication avec Boston. C'était une pénible expédition, là, comme le montrent les gravures de l'époque. Malgré tout, parfois avec plusieurs semaines de retard, l'information médicale parvenait aux grandes villes du Bas et du Haut-Canada. Ainsi, le grand public de Toronto était informé de la démonstration de Morton le 23 décembre dans un journal local. Pour sa part, le British American Journal of Medicine and Physical Science recevait en décembre des journaux qui avaient été publiés en octobre ou novembre. Donc, nous comptons ici le numéro 18 du Boston Medical and Surgical Journal, où Dr. Bigelow décrivait l'utilisation de l'éther pour l'anesthésie chirurgicale. Donc, théoriquement, nos médecins canadiens de l'intérieur des terres n'ont donc pas pu être informés de l'utilisation de l'éther pour la chirurgie avant décembre 1846. Et en janvier 1847, nos médecins pouvaient également lire l'opinion très défavorable émise par des médecins de Philadelphie. Ceux-ci s'indignaient que des médecins pourtant réputés de Boston puissent s'abaisser à travailler avec un charlatan comme Morton. Donc, il y avait déjà beaucoup de controverses à l'époque. Et comme nous le verrons, ceci explique possiblement pourquoi le Dr. James Douglas de Québec continuera à préférer utiliser le mesmérisme après son essai de l'éther, et pourquoi le Dr. Horace Nelson effectuera ses travaux de recherche avant d'utiliser l'éther dans le cadre d'une chirurgie. Nous parlerons de ces deux médecins très bientôt. Donc, si d'une part, les nouvelles commençaient à arriver par les journaux médicaux, les initiatives commerciales de William Morton se poursuivaient toujours. Ainsi, en janvier 1847, un certain M. Jones, qui était décrit comme un chevalier d'industrie, est venu à Montréal pour vendre du lithium et l'appareillage pour l'administrer. Donc, dans cet édifice où était situé le bureau du dentiste John Webster, le Dr. Horace Nelson, un jeune professeur de médecine qui avait 25 ans à l'époque, et son ami dentiste ont donc décidé d'expérimenter l'anesthésie à l'éther, en premier sur 2 chiens, puis plus d'une centaine de fois sur le Dr. Nelson lui-même. Ils ont par la suite effectué des anesthésies pour extraction dentaire sur eux-mêmes et sur un étudiant en médecine qui était, semble-t-il, consentant. Donc, riche de ces expériences, Horace Nelson a publié le premier article de recherche en anesthésie au Canada.
D'ailleurs, je dois dire qu'il était professeur de la petite école de médecine et chirurgie de Montréal, qui est devenue aujourd'hui la faculté de médecine de l'Université de Montréal, donc fondée en 1843. Donc, dans cet article, le Dr Nelson mentionne très brièvement une chirurgie effectuée avec son père, en précisant que la tumeur faisait environ 3 kilos. Donc, on ne parle pas seulement d'une extraction dentaire, on parle d'une vraie chirurgie, mais il ne faisait pas trop, il ne mettait pas trop d'importance sur ça, et il n'y a aucun indice sur la date ou le lieu où cette première anesthésie chirurgicale a pu avoir lieu. Et si Horace n'a pas senti le besoin de rapporter cette chirurgie dans une revue médicale, en consultant des documents microfilmés à l'Université McGill, nous avons retrouvé la preuve dans un entrefilet d'un journal local. Donc, ce qu'on sait, c'est que le samedi 20 février 1847, le Dr Wilfred Nelson, qui est un célèbre médecin québécois qui était le père d'Horace, a donc effectué la résection d'une grosse tumeur avec l'aide de son fils, et le dentiste John Webster a effectué l'anesthésie en utilisant du Raytheon. Mais où a eu lieu cette chirurgie? Même s'il a administré des centaines d'anesthésies dans sa carrière, c'est probablement un des plus, entre guillemets, anesthésistes les plus actifs, John Webster, me semble-t-il, n'avait jamais rien publié sur le sujet. Le texte d'une de ses conférences a cependant été rapporté dans un journal de médecine dentaire. Et nous y apprenons que si l'anesthésie avait été utilisée seulement dans son cabinet de dentiste jusque-là, sa première anesthésie chirurgicale a été effectuée au domicile de la patiente dans Thompson's Yard, dans le faubourg Griffintown, dans l'enceinte du Vieux-Montréal. Mais où était Thompson's Yard? J'avais une passion à ce moment-là pour essayer de trouver l'endroit où pouvait avoir eu lieu la première anesthésie chirurgicale. Mais à un moment donné, on change de sujet d'intérêt. Donc, aujourd'hui, le faubourg de Griffintown a bien changé. Thompson's Yard est disparu, mais il se trouvait près de la flèche jaune ici, là. Et tous les matins, quand je me dirige vers l'hôpital neurologique de Montréal, je peux au moins me souvenir de cette première anesthésie chirurgicale de 1847. Donc, je vous invite à lire mon article dans le Journal canadien d'anesthésie pour en apprendre plus sur le Dr Horace Nelson et John Webster. Vous allez voir, il y a des détails croustillants dont je n'ai pas le temps de vous parler aujourd'hui. Par ailleurs, près de la frontière américaine, dans le petit village d'Eaton Corner, qui était le premier relais de la diligence en sol canadien, on retrouve cette enseigne sur laquelle les villageois indiquent aux passants qu'ils croient être le lieu de la première anesthésie au Canada. Le Dr Worthington, un jeune médecin de campagne, a toujours proclamé à tort qu'il avait effectué la première anesthésie au Canada, mais ce n'était que le 11 mars 1847. Avait-il lu les rapports publiés dans les journaux médicaux ou avait-il rencontré M. Jones au relais de la diligence? On ne sait trop. Mais n'ayant pas acquis la technologie de pointe utilisée par Morgan, comme nous voyons ici, il a utilisé beaucoup d'ingéniosité. Il a bricolé un appareil pour administrer les verres. Et en utilisant, comme on le voit ici en bas, là, en utilisant une grande vessie de bœuf, attaché à un robinet d'arrêt, lui-même relié à une pièce buccale par un tube provenant du manche d'un parapluie. Il fallait vraiment être bricoleur. Il pratiqua une des premières anesthésies chirurgicales le 11 mars 1847. Et surtout, il publia le premier rapport de cas concernant une chirurgie pratiquée sous anesthésie au Canada. Je vous invite à lire cet article du Dr Holland, publié dans le Journal canadien, si vous voulez en connaître plus sur le Dr Worthington. Pour ceux qui voudraient encore trouver quel médecin a été le premier à effectuer une anesthésie chirurgicale au Québec, il faut mentionner le Dr James Douglas de la ville de Québec. La seule mention de son anesthésie pour l'amputation d'orteils est celle-ci. Donc, très peu d'informations. Puis l'utilisation des termes lately et more lately, ça a créé une confusion, même pour mes collègues anglophones. S'il a été vraiment le premier à utiliser l'anesthésie à l'éther, il l'aura fait pour une chirurgie somme toute mineure. À l'hôpital de la Marine, il y avait beaucoup de marins qui arrivaient avec des orteils gelés, des oreilles gelées également, mais on leur regardait les oreilles, on leur fait les orteils. Donc, toujours est-il que c'est possiblement la première intervention chirurgicale sous anesthésie à l'éther au Québec. Mais le docteur Douglas avait aussi un penchant pour la psychiatrie, puis il semble qu'il a préféré continuer d'utiliser le mesmérisme en 1847. Je vous avais présenté un peu sur le Dr Douglas il y a 2 ans, mais il y a énormément à dire sur le Dr Douglas. Je vais devoir couper court, mais jusqu'ici, je n'avais trouvé que des mauvaises photos de lui.
jusqu'à ce qu'il y a quelques mois, je trouve ce buste qui se trouve dans la bibliothèque d'un petit musée du Vieux-Québec, à l'endroit même où il a exposé cette momie durant quelques années. Donc, c'était un égyptologue passionné également. Et il ramena cette momie qui sera plus tard identifiée comme celle de Ramsès Ier, grand-père de Ramsès II. Donc, n'ayez crainte, lorsque l'identité de la momie fut finalement connue, celle-ci a été retournée en Égypte, où vous pouvez la voir aujourd'hui. Il y aurait plusieurs autres anecdotes à raconter sur le Dr Douglas, mais il était avant tout un chirurgien, un professeur réputé, et le directeur de l'hôpital de la Marine, le premier hôpital d'enseignement de la médecine au Québec. Passons maintenant du début 1847 au début 1848. Probablement, vous voyez que du côté des maritimes, c'était beaucoup un aspect commercial avec des dentistes qui se voyaient, qui faisaient des démonstrations. On publiait pas beaucoup et tout. Du côté du Québec, c'était plus des médecins et on publiait dans les journaux de médecine de l'époque. Donc, probablement après avoir lu un article rapportant la découverte du chloroforme par Simpson, en moins de 2 semaines, au moins 12 médecins ont rapporté avoir fait des anesthésies au chloroforme au Québec. Cette fois, le Dr Worthington de Sherbrooke a probablement été vraiment le premier le 24 janvier. Puis le Dr Holmes de Montréal rapportera l'utilisation de chloroforme pour un accouchement effectué le 25 janvier. Donc on voit là, que ça déboule. Mais notons aussi que le Dr Holmes va devenir le premier doyen de la faculté de médecine de l'Université McGill. À la ville de Québec, on revient au Dr Douglas, l'apothicaire de l'hôpital de la Marine rapportera 3 chirurgies effectuées le 3 février. Dr James Douglas étant un des chirurgiens. Dr James Sewell était le second. Dr Sewell qui travaillait à l'hôpital de la Marine et à l'Hôtel-Dieu de Québec, il a travaillé à l'Hôtel-Dieu de Québec durant presque 50 ans, était lui aussi un chirurgien jouissant d'une grande réputation. Il deviendra président de l'Association médicale canadienne et également doyen de la faculté de médecine à l'Université Laval de Québec. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Dr William Marsden est celui qui avait vraiment un intérêt particulier pour l'anesthésie. Et il administra donc l'anesthésie pour ces 3 chirurgies. Et comme il était mécontent de l'entonnoir bourré de chiffon qu'il avait utilisé ce jour-là, on n'avait pas d'appareil, donc ils ont patenté un système avec un entonnoir bourré de chiffon. Comme il était ça posait trop de résistance, il a demandé au sœur Augustine de l'Hôtel-Dieu de Québec de lui créer un meilleur inhalateur de chloroforme. Et cet inhalateur a été conservé. Les religieuses sont très conservatrices de leur bien, donc il est encore conservé dans le musée des Augustines, situé à 2 pas de l'Hôtel-Dieu. Il s'agit du plus vieil équipement d'anesthésie fabriqué au Canada, si on fait exception de l'assemblage hétéroclite utilisé par Dr Worthington à Eaton Corner. Donc, je reviens sur des petites choses que j'ai dites il y a 2 ans, mais pour ceux qui n'étaient pas là, je reviens sur quelques éléments. Donc, parlant de l'Hôtel-Dieu de Québec, je vous rappelle qu'il est le plus vieil hôpital en Amérique du Nord, et je voulais faire à cet article du Dr Jacques, si vous désirez en savoir plus. Le dessin représente une vision de l'artiste de ce qui était le 2e bâtiment qui fut construit en 1646 sur le site où nous retrouvons encore l'Hôtel-Dieu de Québec et le musée des Augustines. Comme je vous l'avais mentionné il y a 2 ans, le site du premier Hôtel-Dieu de Québec n'était pas dans le Vieux-Québec, mais il était originalement à Sillery, qui est près du fleuve Saint-Laurent. Donc à cet endroit, on retrouvait également un petit portin qui habitait une mission des Jésuites, d'où Saint-René Goupil, notre saint patron, avait travaillé comme chirurgien avec les Augustines de l'Hôtel-Dieu. Je vous réfère à cet article du Dr Jean Quintal qui est disponible sur le site du CHAR si vous voulez en connaître plus sur René Goupil. Pour la petite histoire, durant l'hiver 1641 à 1642, Saint-René Goupil a travaillé avec la vénérable Jeanne Mance, cofondatrice de Montréal et fondatrice de l'Hôtel-Dieu de Montréal, qui est le 2e plus vieil hôpital en Amérique du Nord, et ceci me permet de nous transporter à Montréal au milieu du 19e siècle. Donc, on voit un peu qu'est-ce qui est arrivé dans les maritimes, on voit un peu qu'est-ce qui est arrivé au tout début au Québec. Donc, j'ai besoin de ça pour créer le pont éventuellement vers des collègues des autres provinces et des autres villes. Donc, il va y avoir une grande période où l'anesthésie sera pratiquée par des internes, par des assistants. Personne n'y accorde trop d'importance, ou du moins ne publie pas là-dessus, sauf peut-être
le docteur William Hingston. Donc, dans la deuxième moitié du 19e siècle, la figure prédominante de la chirurgie de l'anesthésie au Canada était le docteur William Hingston. On le voit ici sur sa photo officielle comme maire de Montréal. Mais il sera également président de l'Association médicale canadienne et même président honoraire de la British Medical Association. Si vous venez visiter Montréal, vous pourrez peut-être visiter le petit musée des Hospitalières de l'Hôtel-Dieu, où vous pouvez trouver le plus vieux tableau représentant une chirurgie pratiquée sous anesthésie au Canada. Le docteur Hingston, chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu, il a été assisté ici par un jeune interne qui semble avoir bien peu de moyens à sa disposition. Et l'anesthésie sera ainsi administrée par des assistants sans expérience durant plus de 50 ans. Le docteur Hingston voulait pourtant faire changer la pratique de l'anesthésie. Dr. Hingston était avant tout un chirurgien, mais il avait un intérêt marqué pour l'anesthésie. Et ici, dans sa première allocution comme président de l'Association médicale canadienne, il parla d'anesthésie et mit en garde ses collègues contre les risques du chloroforme, qui tuait, c'est intéressant de voir les statistiques de l'époque, le chloroforme qui tuait un patient sur 2873, alors que l'éther n'en tuait que 1 sur 23 204. Donc, Dr. Hingston a également publié les résultats de ses expérimentations avec divers agents anesthésiques. Donc, on pourrait le voir comme un pionnier de l'anesthésie, mais si on connaît sa carrière, il a fait tellement d'autres choses en chirurgie que l'anesthésie n'était vraiment pas sa première priorité. Donc, il deviendra plus tard un des rares Canadiens à être nommé Sir par le roi d'Angleterre, et un an avant sa mort, un de ses plus chers rêves se réalisera, l'arrivée d'un médecin consacrant sa pratique uniquement à l'anesthésie. Certains pourraient même dire, en blague, certains pourraient même suggérer que la vénérable Jeanne Mance a intercédé auprès de Saint René Goupil pour que le rêve de Dr. William Hingston se réalise. Nous y reviendrons. Parlons maintenant des pionniers de l'anesthésie académique. Après ce long détour dans le 19e siècle, on va trouver des gens qui ont jeté les bases de l'anesthésie au Canada. Donc, commençant ma formation en anesthésie à l'Hôtel-Dieu de Montréal en 1980 et voulant m'impliquer en recherche, j'étais intrigué par cette plaque de bronze installée à l'entrée du bloc opératoire. Pour honorer la mémoire de Charles Larocque, médecin de l'Hôtel-Dieu, et rappeler sa maîtrise dans la science et l'art d'anesthésie, de la part de ses collègues de la International Anesthesia Research Society, octobre 1932. Je disais, qui est Charles Larocque? Personne ne pouvait me répondre. Pas d'anesthésiste, même pas les sœurs hospitalières. Donc, c'est triste pour un pays dont la devise est « Je me souviens ». Le Dr. Hingston avait rêvé durant des décennies d'avoir un médecin qui se consacrerait à temps plein à la pratique de l'anesthésie, et cela se réalisera en 1906, lorsque Charles Larocque deviendra le premier véritable anesthésiste au Québec. Il ira par la suite travailler à Paris durant quelques mois, et sera par 2 fois le président de l'Association des anesthésistes américains, fondée en 1912. C'est quand même pas si mal pour un jeune francophone de Montréal. Notons que cette association d'anesthésistes américains se fusionnera en 1941 avec l'International Anesthesia Research Society. En 1926, le Dr. Larocque sera le premier président francophone de la première Société des anesthésistes du Canada. Donc, étant l'organisateur du congrès annuel, il invitera à Montréal ses collègues de l'American Society of Regional Anesthesia, l'ASRA, qui était alors une toute jeune association. Et durant ce congrès conjoint, le Dr. Larocque présentera sur la mesure de la tension artérielle au moyen du fameux osciomètre de Pachon, que vous connaissez tous, et le texte de sa conférence fut publié dans Anesthesia and Analgesia en 1927. Le Dr. Larocque était donc un de nos tout premiers anesthésistes académiques. Il enseignait l'anesthésie aux étudiants en médecine, il publiait dans des journaux américains, il était non seulement en contact avec ses collègues américains et du reste du Canada, mais il jouait un rôle de premier plan dans les associations nord-américaines. Après avoir travaillé 5 ans comme anesthésiste et chercheur à l'Hôtel-Dieu de Montréal, je me suis joint au département d'anesthésie à l'hôpital Royal Victoria de l'Université McGill en 1988. Là, je vais faire un petit aparté encore une fois. Comme nous sommes la veille du jour du souvenir, je me permets de vous souligner qu'à l'entrée de l'hôpital Royal Victoria, il y avait une photo du lieutenant-colonel John McCrae, qui a travaillé avant la Première Guerre et qui est surtout connu pour être l'auteur du poème In Flanders Field, ou Sur le champ de bataille, qui est à l'origine de la campagne du Coquelicot pour célébrer le jour du souvenir. C'est un de nos grands médecins canadiens et qui est célébré à travers le monde.
Mais revenons à l'anesthésie. Dans le département d'anesthésie, il n'y avait qu'une seule photographie, celle du docteur F.W. Nagel, Esquire. Qui était ce docteur Nagel, qui s'était mérité le titre honorifique d'Esquire, qui est un niveau avant celui de Sir dans le système britannique. Encore une fois, personne ne se rappelait du docteur Nagel. En 1907, il était pourtant devenu le premier anesthésiste à McGill et le deuxième au Québec, après Charles Lava. En 1914, il expliquait aux médecins canadiens comment choisir et effectuer l'anesthésie la plus sécuritaire possible. À une époque où le docteur O'Reilly de Toronto recommandait encore aux anesthésistes d'avoir dans leur attirail du brandy, du whisky, de la strychnine liquide, une solution de TER, où il préconisait l'institution d'un long glaçon dans le rectum en cas d'anesthésie trop profonde. Je dois indiquer ici au docteur Sabarov que cette pratique insolite de réanimation a été abandonnée depuis, même au Canada durant l'hiver. Pour sa part, le docteur Nagel, publié en 1914 dans le premier supplément d'Anesthesia and Analgesia, paru dans l'American Journal of Surgery, et il parlait d'une approche qu'il nommait insufflation anesthesia. Donc on voit qu'il commence à y avoir, au début, il n'y avait que des journaux médicaux où des gens pouvaient parler d'anesthésie. Maintenant, les chirurgiens ouvraient la porte à avoir des suppléments pour parler d'anesthésie et d'analgésie. Donc, il y a une évolution dans comment la transmission de l'information va passer. Donc, à une époque où ses collègues utilisaient encore du goutte à goutte ou de simples inhalateurs, comme ici en 1910 à l'Hôpital général de Montréal, Dr. Nagel était à la fine pointe de l'anesthésie moderne de 1915, et on le voit ici avec deux assistants, le Dr. Wesley Bourne, qui lui succédera, et le Dr. Gelder, qui deviendra le premier anesthésiste à Ottawa. Donc, en 1917, Dr. Nagel devint, comme Dr. Charles Larocque, président de l'American Association of Anesthetists. Donc, on voit les contacts avec le Canada et les Américains. Malheureusement, il est mort accidentellement la même année. Donc, il est souvent oublié par les historiens, et le Dr. Nagel fait partie des tout premiers anesthésistes académiques au Canada. Son successeur, Dr. Wesley Bourne, prendra la relève d'une façon brillante. En 1925, Wesley Bourne deviendra à son tour président de l'Association des anesthésistes américains, et il permettra la fusion entre le Canada et les États-Unis pour créer Associated Anesthetists of United States and Canada, qui va essentiellement être la partie clinique du International Anesthesia Research Society, qui vont fusionner donc en 1941. Il sera honoré pour avoir créé ce pont entre Américains et Canadiens, et tel qu'écrit dans Anesthesia and Analgesia en 1925, on lui a remis une belle coupe en argent pour l'occasion. Et bien sûr, cette coupe est aujourd'hui précieusement gardée dans notre département. En 1920, Dr. Bourne avait également été grandement impliqué dans la création de la première Société des anesthésistes au Canada. Puis, en 1943, il le sera encore une fois pour la Société canadienne des anesthésistes actuelle. Donc, on voit que les anesthésistes essaient de s'organiser, de se regrouper et de partager à travers l'Amérique du Nord. Dr. Wesley Bourne était non seulement un extraordinaire organisateur, mais il était aussi un chercheur de haut niveau. Donc, il fut invité, il y a maintenant 100 ans, à publier dans le British Journal of Anesthesia de 1923. À cette occasion, au lieu de présenter une de ses études expérimentales sur les différents agents anesthésiques, il préféra écrire au sujet de l'enseignement de l'anesthésie aux étudiants en médecine. L'enseignement va demeurer toujours une de ses préoccupations principales. Et un peu pour répondre à votre question sur comment est-ce qu'on faisait le suivi des paramètres physiologiques durant l'anesthésie, je l'avais abordé brièvement, sans détail. On voit dans son article du British Journal of Anesthesia qu'il montrait un exemple du dossier anesthésique de McGill où il mesurait la tension artérielle systolique et diastolique, les fréquences cardiaques et respiratoires, les réactions des yeux et des pupilles, et l'état de conscience. C'est quand même pas mal pour 1923. Et cela sans oscillamètre de patient. Donc, jusqu'ici, nous avons parlé de 3 pionniers de l'anesthésie académique provenant de Montréal. Désolé, mais il fallait que je parle d'eux si je veux pouvoir parler des autres. Allons maintenant à 550 km plus à l'ouest, Toronto. Donc, à l'hôpital général de Toronto, au début du 20e siècle, tout comme le Dr. William Ingston à Montréal, les chirurgiens rêvaient d'avoir un médecin qui se consacrerait uniquement à l'anesthésie. Dr. Samuel Johnson les impressionna durant son internat et il fut ainsi choisi comme anesthésiste. On lui rendra hommage lors du
congrès de l'IRS tenu à Montréal en 1948 et le discours élogieux du Dr. Harry Shields, dont on pourrait parler également, mais faute de temps, on devra sauter son nom aujourd'hui. Et on va voir un peu ce que, grâce à lui, qu'est-ce qu'on a pu connaître du Dr. Johnson. Donc, Dr. Johnson, après avoir hésité entre le droit et la théologie, il débute son cours de médecine à 29 ans. Comme interne à l'hôpital général de Toronto, les chirurgiens donc, lui demandent souvent d'administrer l'anesthésie, comme il le demande à d'autres, mais il remarque ses talents particuliers. Donc, en 1903, il lui demande donc de créer le premier service d'anesthésie. Le Dr. Johnson commence dès lors à enseigner l'anesthésie aux internes, aux étudiants en médecine. En 1907, parce que jusque-là, on apprenait sur le tas en travaillant sans aucune... sans personne qui pouvait nous aider. Donc, il était le premier donc, à enseigner l'anesthésie, ou un des premiers à enseigner l'anesthésie aux internes aux résidents. En 1907, il sera en charge du premier cours universitaire en anesthésie. On ne parle pas d'une formation complète, on parle d'un cours qui leur permettait de mieux comprendre les principes de base de l'anesthésie. Puis, à l'hôpital, son service d'anesthésie deviendra un département où il introduira l'utilisation du protoxyde d'azote, du chlorure d'éthyl. Par ailleurs, avant la création d'associations d'anesthésistes en Amérique, il donnera déjà des conférences au sein des associations médicales de l'Ontario et du Canada. Donc, l'information, l'éducation pouvait être transmise dans des congrès généraux, mais comme il n'y avait pas d'association d'anesthésistes, c'était peut-être plus difficile de transmettre l'information. En 1910, il ira se perfectionner en Angleterre et en France durant 6 mois. Par la suite, l'hôpital sera agrandi en 1912. Au début de la Première Guerre mondiale, on le retrouve en charge d'un département où il a 4 assistants, dont le Dr. Harry Shields, dont on parlait. Malgré son désir de contribuer à l'effort de guerre, on lui demandera de demeurer en poste à Toronto. Mais après la guerre, lors de la création de la première Société des anesthésistes du Canada en 1920, dont je parlais tantôt avec Dr. Wesley Bourne, il sera choisi pour être le premier président. Et en 1921, il sera également président de l'Interstate Association of Anesthetists, une association qui n'a pas duré très longtemps. Donc, toujours en 1921, la Société des anesthésistes du Canada tiendra sa première réunion annuelle dans la ville de Niagara Falls, à la frontière entre les États-Unis et le Canada. Car il s'agissait d'un congrès conjoint avec nos collègues américains. Notons que la New York Society of Anesthetists deviendra l'ASA en 1936. Dans son allocution présidentielle, le Dr. Johnston présentera sur la valeur de l'expertise en anesthésie. Donc, déjà, on veut faire valoir comment l'expertise est importante et ne pas laisser n'importe quel interne, n'importe quel assistant s'improviser comme anesthésiste. Et par ailleurs, Dr. Wesley Bourne clôturera le congrès en parlant de l'influence de l'anesthésie sur la morbidité et mortalité obstétricale. Par la suite de Dr. Johnson en 1926, le docteur poursuivit sa brillante carrière au niveau international. Donc en 1926, il deviendra président de la section d'anesthésie de la British Medical Association. Et tout comme Wesley Bourne, il deviendra plus tard président de la Société d'Anesthetists of United States and Canada. Et au niveau local, il sera également impliqué à l'Académie de médecine de Toronto, plusieurs associations qualitatives. Puis il prit sa retraite en 1935, et son département à ce moment-là avait 7 assistants, et c'était probablement le plus gros au Canada. Par ailleurs, et j'aime bien introduire cet autre grand anesthésiste de l'époque, en arrière de tout grand homme, il y a souvent une grande femme, et je me dois de parler de la Dr. Margaret McCallum. Quand elle termina ses études médicales en 1900, il était impossible pour une femme d'effectuer une résidence, ou comme vous dites chez vous, un internat. Elle fut la première à briser ce plafond de verre et débuta une formation en pédiatrie à l'hôpital pour enfants de malades de Toronto. En 1903 ou 1904, elle reçut une formation en anesthésie de la part du Dr. Johnston et elle le maria en 1904. Donc, première femme anesthésiste au Canada, elle contribua à former... Excusez, ça a changé avant. Elle contribua à former d'autres jeunes femmes médecins. Et en 1914, lors de la création du département d'anesthésie du Women's College Hospital à Toronto, elle devint la chef du département. Donc, dans un monde médical essentiellement masculin, elle rayonnera à sa façon, devenant la présidente de l'Association des suffragettes de Toronto et en s'impliquant dans de multiples associations et comités, tant médicaux que
Excusez, là, j'ai un petit problème de... Donc, elle a fait sa place dans un monde qui, malheureusement, ne laissait pas beaucoup de place aux femmes. Quittons maintenant Toronto pour Winnipeg au Manitoba. C'est donc de Toronto à Winnipeg, on parle d'un petit voyage d'environ 2000 km par la route, et pour aller rencontrer le tout premier anesthésiste académique au Canada qui débutait sa carrière en 1902. Heureusement, en ce début 20e siècle, le réseau ferroviaire nous sauve maintenant d'un interminable voyage en diligence. Et quand on arrive à l'hôpital général de Winnipeg, on s'aperçoit que là aussi, dès la fin du 19e siècle, les chirurgiens désiraient avoir un médecin qui serait dédié qu'à l'anesthésie. Probablement qu'il y avait beaucoup de morbidité, de mortalité, et les chirurgiens voyaient bien que ce serait utile d'avoir un médecin dédié à l'anesthésie. En 1899, ils nommèrent un docteur Hutton, dont on n'a pas beaucoup de détails sur lui, qui fut remplacé par un docteur Chestnut en 1901, lequel on a très peu d'informations également, mais finalement par le docteur William Webster en 1902. Donc, petite anecdote, on lui avait confectionné des masques chirurgicaux spéciaux pour qu'il puisse conserver sa belle moustache malgré les longues heures en salle d'opération. Dr. Webster était originaire de Manchester, en Angleterre. Et à seulement 23 ans, il se retrouve comme instituteur public dans le village au nom pittoresque de Snowflake, Stockholm-Neige, près de la frontière américaine. Il paye ainsi ses études médicales qui terminent en 1895 et après une courte période comme médecin de campagne, il retourne à Manchester, en Angleterre, pour y faire ses études en pathologie. De retour au Canada, il devient pathologiste de l'hôpital général de Winnipeg et on ne sait trop comment. En 1902, les chirurgiens lui demandent de devenir l'anesthésiste honoraire en remplacement de Dr. Chestnut. Mais il semble qu'il faisait bien les choses. En 1905, l'Université du Manitoba le nomme officiellement chargé d'enseignement, ce qui est un poste universitaire de base, mais qui était quand même une première pour un anesthésiste au Canada. Il prend son rôle très au sérieux et dès 1905, il structure une formation théorique et pratique en anesthésie pour tous les étudiants en médecine. À partir de 1907, il décide de se consacrer à l'anesthésie à temps plein et il y fait des recherches sur l'induction de l'anesthésie avec le chlorure d'éthyle et fait des recherches également sur la morbidité liée à l'anesthésie. Il décidera toutefois de mettre en pause sa carrière universitaire en 1915 pour une très bonne cause. Il deviendra le colonel commandant de la 4e ambulance de campagne. On voit ici Pat, le mascotte du régiment qui sera sur les champs de bataille du nord de la France et en Belgique. Et notons un certain Harold Griffith, alors étudiant en médecine à McGill, sera un des soldats ambulanciers durant la bataille de la crête de Vimy, mais nous y reviendrons. Donc, de retour de la guerre, Dr. William Webster deviendra anesthésiste en chef et professeur d'anesthésie. En 1922, il sera à son tour président de la Société des anesthésistes du Canada. Et il suggérera qu'un journal canadien d'anesthésie devrait être créé pour présenter les recherches effectuées au Canada. Donc, ils ont des contacts avec les Américains, ils peuvent publier ailleurs, mais ils voulaient qu'il y ait un journal canadien. En 1924, il va publier le premier manuel d'anesthésie au Canada. On voit ici la page frontispice de son textbook de 1924, intitulé The Science and Art of Anesthesia, qui va être quand même utilisé durant plusieurs années, qui était le seul textbook canadien à l'époque. Et pour ce qui est d'un journal canadien d'anesthésie, il va falloir attendre jusqu'en 1954. Ça a été un peu plus pénible, un peu plus long. Sa passion pour l'enseignement de l'anesthésie ne s'est jamais démentie au cours des ans. Et en 1927, dans un article écrit dans le journal de l'Association canadienne médicale, il nous dit que tous les étudiants en médecine recevaient une formation en anesthésie qui est de loin la plus complète que je connaisse à l'époque. On donne 8 cours magistraux durant la formation. On leur donne 2 semaines et demie d'enseignement pratique en salle d'opération. Et finalement, en 5e année, ils doivent faire 2 mois comme assistant anesthésiste et c'est obligatoire. Donc, il faut réaliser qu'à l'époque, il y avait peu d'anesthésistes et que plusieurs médecins au Canada pouvaient se retrouver dans des villages isolés. Donc, c'est pratique de savoir faire un peu d'anesthésie. Encore aujourd'hui, dans certaines provinces, quelques villages et petites villes isolées n'ont que des médecins avec une formation de seulement 1 an d'anesthésie
Et heureusement, au Québec, on a trouvé moyen de couvrir l'ensemble de notre territoire avec des anesthésiologistes certifiés et pleinement formés. Donc, en ce début 20e siècle, nos pionniers de l'anesthésie académique enseignaient aux étudiants en médecine et aux aspirants anesthésistes. Ils effectuaient des recherches en pharmacologie et en physiologie. Ils publiaient dans des journaux nationaux et internationaux. Ils étaient grandement impliqués dans les associations canadiennes et américaines de l'époque. Les générations qui suivront reprendront le flambeau de ces anesthésistes, mais ils sont tellement nombreux maintenant à partir de 1920 que je ne peux pas tous vous les présenter aujourd'hui. Je me permets de vous dire que Dr. Wesley Bourne, qui était le plus jeune de ces 6 anesthésistes, fera le pont entre la génération des fondateurs avec la génération des fondateurs de l'actuelle Société canadienne des anesthésistes. Donc, l'actuelle Société canadienne des anesthésistes a été créée par 5 membres de la Société des anesthésistes de Montréal. Désolé d'être chauvin, mais Montréal était vraiment le berceau de l'année. Même s'il y avait des grands anesthésistes ailleurs, c'était vraiment le berceau de l'anesthésie académique. Donc, de McGill, en plus de Wesley Bourne, il y avait Harold Griffith, qui sera le premier président, et Dick Billy, qu'on voit souvent comme le père de l'anesthésie pédiatrique. Et je fais un autre petit aparté, parce que lors de ma première présentation, il y a 2 ans, on se demandait d'où venait Dick Billy. Dick Billy est né sur l'île de Jersey, dans la Manche. Il a grandi en Colombie-Britannique, sur la côte ouest du Canada. Et il est venu à Montréal faire ses études médicales à McGill, où il est resté durant plusieurs années, pour plus tard retourner travailler en Colombie-Britannique et finalement finir sa carrière en Californie. Donc, juste pour éclaircir ceux qui avaient des questions sur l'origine de Dick Billy. Donc, 3 anesthésistes de McGill et 2 du milieu francophone, le Dr. Georges Cousineau, qui était un pionnier de l'anesthésie thoracique au Canada, qui fut plus tard également président de la Société canadienne des anesthésistes, et Dr. Roméo Rochette, qui avait remplacé Dr. Charles Larocque comme directeur du département à l'Hôtel-Dieu de Montréal. Faute de temps et au risque de paraître chauvin, je vais conclure en parlant des 2 premiers directeurs du département d'anesthésie à l'Université McGill. Donc, pionnier de l'anesthésie académique dès la première heure et un des pères fondateurs de la Société canadienne, le Dr. Wesley Bourne sera le seul non-américain à devenir en 1942 président de l'ASA. Et il a créé, avec Harold Griffith, un véritable programme de résidence en anesthésie, une formation qui était de 3 ans à l'époque, dès la fin des années 30. Ce qui permettra en 1939 la création d'une formation de spécialistes reconnue par le Collège royal des médecins du Canada. Et en 1945, il a fondé le premier département universitaire d'anesthésie au Canada. Voici un exemple d'une annonce parue en 1949 afin de recruter des étudiants à travers le monde. Non moins célèbre, le 2e directeur de notre département sera Dr. Harold Griffith, de simple ambulancier admirable. Il a écrit là-dessus un grand historien, Dr. Harold Griffith. Donc, de simple ambulancier admirant le colonel Webster sur son cheval lors de la bataille de Vimy, de simple étudiant en médecine administrant de l'anesthésie pour payer ses études, le Dr. Griffith deviendra le premier président de la Société canadienne des anesthésistes actuels, le président de l'IRS en 1948, et comme il y avait encore un peu de temps libre, il était également vice-président de l'ASA la même année, et pour finalement participer à la création de la Fédération internationale et devenir le premier président. Donc, depuis les années 1920, en plus de Wesley Bourne et d'Harold Griffith, il y a eu beaucoup d'autres anesthésiologistes qui ont permis à l'anesthésie canadienne de rayonner. Faute de temps, je devrais me limiter pour aujourd'hui. La devise du Canada étant d'un océan à l'autre, j'ai commencé ma conférence sur les côtes de l'Atlantique avec les dentistes qui ont commencé la pratique de l'anesthésie en 1847, pour finalement, j'aimerais conclure avec la côte ouest, et en espérant que certains d'entre vous assisteront au Congrès mondial qui se tiendra à Vancouver en 2028. Donc, voici mon rapide survol des débuts de l'anesthésie au Canada. Si vous passez par Montréal, vous pouvez venir me dire bonjour, ça fera plaisir. Mais pour l'instant, je serais bien heureux de répondre à vos questions et d'échanger avec vous de façon virtuelle. Donc, à vous la parole. Merci, Dr. Chartrand. C'était très intéressant. Il y a beaucoup de grands noms de l'anesthésie, mais le pays lui-même est grand. Hein. Donc, ça va ensemble. J'ai noté tout c'est 19 fois la grandeur de la France. Ça, oui.
J'ai noté quand même assez astucieux et remarquable la formation obligatoire des étudiants en médecine à l'anesthésie en 1926. Là. En 1927, il écrivait là-dessus, mais il avait commencé déjà en 1907 à avoir une formation rigoureuse pour les étudiants en médecine. Et à McGill également, le docteur Bourne avait institué quelque chose déjà en 1915 ou 16. Et dans le British Journal of Anesthesia, ben, comme je dis, il mettait l'accent sur comment est-ce qu'on forme les étudiants en médecine pour avoir une base en anesthésie. Une question? Oui. Monsieur Chartrand, vous avez dit au début de la communication que l'anesthésie avait eu de la chance, que le premier malade du célèbre chirurgien John Collins Warren n'est pas mort d'embolie gazeuse dans la position où il opérait, mais vous savez que c'est une peinture, vous savez bien, qui a été faite de nombreuses années après, et que l'intervention, on le voit sur un daguerréotype de l'époque, ça a été fait en position d'équilibre de ça. Mais ce qui n'empêche qu'il pouvait avoir quand même une embolie gazeuse, je vous reconnais. Oui, mais je suis bien au courant de ça, mais pour les étudiants, quand je leur parle de la position assise et des risques, je trouve que c'est... Ah oui, c'est très pédagogique, vous avez raison. Bonne blague. Oui, c'est une bonne blague, oui, super. Je ne sais pas si j'ai eu un petit trou. Vous n'avez pas cité M. Griffiths comme l'introducteur de la détubocurarine dans le monde. J'avais quelques diapos supplémentaires, mais comme je vous en ai présenté déjà 115, je me suis dit que je me posais des questions. Effectivement, il y a 2 ans, j'en parlais plus en détail, et le Dr. Harold Griffith, en 1942, a été le premier à essayer d'utiliser l'éthocostrain, qu'on appelait à l'époque, pour des cas de chirurgie. Donc, avec sa résidente de l'époque, Enid Johnson, qui elle aussi avait été refusée. Personne ne voulait avoir de femme en médecine comme interne. Et Dr. Harold Griffith l'avait rencontré dans un congrès et lui avait ouvert la porte. Et d'ailleurs, McGill a formé les 3 premières femmes ayant fait une formation complète en anesthésie, là, dans le programme qui va être reconnu par le Collège Royal. Il y avait Enid Johnson et 2 autres. C'était les premières femmes qui ont eu une formation complète. Là, et ils avaient l'esprit plus ouvert que beaucoup de leurs collègues. Et en plus de ça, il y avait un esprit ouvert pour tenter des choses que personne d'autre avait essayé, parce qu'on voyait, à l'époque, c'était vu comme un poison. Donc, Dr. Griffith a demandé à Enid Johnson, dans sa 3e année de formation, de participer à l'étude. Ils ont administré de l'intocostrin à 25 patients. À l'époque, c'était suffisant pour publier dans Anesthesiology. Et bien, c'est ça, ça a fait un changement majeur dans la pratique de l'anesthésie. Donc, c'était un grand pionnier à bien des niveaux. Merci de m'avoir rappelé, merci. Bien. Bien. Je voulais vous poser une question, Daniel. On voit que c'est une histoire très ancienne finalement, l'histoire de l'anesthésie au Canada. Est-ce que vous avez un lieu de conservation de matériel et d'éléments? Malheureusement, non. Tous nos artefacts, ou 95% de nos artefacts, ont dû être envoyés dans les musées d'Ottawa et de Kingston, qui ont des moyens financiers de conserver adéquatement les vieux appareils. On y a une possibilité d'avoir accès, là, mais donc la majorité de nos artefacts ont été envoyés dans les musées. On a encore parce qu'on a les archives également, et les archives, on a quelque chose comme on avait. Quand j'ai pris la présidence du comité il y a quelques années, on avait 699 boîtes en réserve envoyées dans des entrepôts. Fait qu'on a réussi à commencer à diminuer ça, on en a probablement encore 450. Et il y a beaucoup de choses à découvrir dans nos vieilles archives. Puis pour ce qui est des artefacts, malheureusement, il y en a peut-être encore quelques-uns dans des boîtes. Ça a été mal inventorié. On ne sait pas toujours qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des boîtes. Si je donne un exemple, j'avais une liste qui n'était même pas en fichier Excel. Là, il fallait que je me débrouille à savoir qu'est-ce qu'il y avait dans la liste fournie par l'entrepôt.
Et là, il y avait la boîte 134. Je regarde un peu la courte description de quelques mots. Je dis, il me semble que cette boîte-là serait importante. On l'a fait venir. C'était la boîte numéro 1, où l'archiviste de l'époque avait dit elle doit être gardée dans les bureaux de la société, où il y avait les enregistrements de Harold Griffith des années 60, il y avait un enregistrement de Wesley Bourne des années 60, il y avait bref, les pièces les plus importantes étaient toutes ensemble dans une boîte, et je peux le dire en anglais, les backups, les copies de sauvegarde étaient toutes ensemble dans une boîte qui était perdue, numéro 134. Alors, pour ceux qui ont vu les films d'Indiana Jones, là, où les artefacts sont gardés dans des entrepôts mortifères, ben, c'est un peu le triste sort de nos archives actuellement. Mais les pièces qui ont été identifiées, comme je vous dis, on sait exactement à quel musée ils ont été envoyés. La majorité ont été envoyés au musée des technologies, sciences et technologies à Ottawa. Merci beaucoup. C'est pas l'esprit de conservation que vous avez en Europe, malheureusement. C'est bon, les gars. Il y a Bruno de Turc qui voudrait ajouter quelque chose. Bruno de Turc, tu as une question? Oui, bonjour. Bonjour Bruno. Apparemment, je viens de mettre un chat. Alors, je sais que John McCrae, Le lieutenant-colonel John McCrae, oui. oui, a écrit The Flanders Fields. Il a aussi inventé un appareil dont moi j'ai parlé il y a quelques années pour donner l'oxygène en sous-cutané. Et oui, et je sais aussi qu'il a été nommé un des plus grands Canadiens il y a quelques années. Hein? Oui, il a été honoré, mais c'est ça, il était sur les champs de bataille, il est mort sur les champs de bataille. Est-ce que vous savez où se trouve son tombeau? Là, je ne suis pas certain de la prononciation. Ypres, Y-T-R-E. Oui, c'est nous. C'est nous. Ouais, mais il est dans le cimetière à Ypres. Merci bien. Il est en connexion. Et comme vous voyez, il y a plusieurs de nos médecins canadiens de l'époque qui ont servi lors de la Première Guerre mondiale. C'était une période charnière pour l'anesthésie et bien d'autres choses. C'est vrai. On est qui Ja. Ik wou niet spreken. Mijn tante was, ik had het gechat. Merci pour cette présentation, docteur Chartrand. Bienvenue. Toujours fidèle. Continuez à écouter les autres présentations et, Voilà. comme je vous dis, ne retenez pas l'insertion d'un long glaçon dans le rectum pour réanimer les patients. Ce n'est pas une pratique retenue au Canada. Très bien, merci beaucoup. Vous n'avez aucune idée pourquoi le Dr. O'Reilly a pensé à ça à l'époque.